Les meurtres d'Élise Fauvel et Julien Tesquet. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Le mien fut excellent, mais après tout, je suis en vacances jusqu'au 2 octobre. Et ce samedi 30 septembre, il n'y aura pas de vidéo d'actualité. Je fais aussi une petite modification en ce qui concerne mes contenus. Cela pourrait peut-être déplaire à certains et je m'en excuse. Mais avec le travail, en plus des vidéos YouTube, il est très difficile, épuisant même, de sortir 8 vidéos par mois. Je vais donc diminuer le nombre de vidéos d'actu dans le mois, peut-être en sortir une ou deux. Cependant, je continuerai de poster via mon compte Twitter. Vous serez donc toujours au fait de ce qui se passe dans le pays. Je rédigerai aussi parfois des articles sur mon blog. Je vous mets donc en lien, ainsi que dans le petit i, mon Twitter, ainsi que mon blog. Revenons maintenant à l'affaire que je traite ce soir, celle des meurtres d'Élise Fauvel et de Julien Tesquet à Rouen. Élise Fauvel a 24 ans et Julien Tesquet 31 ans. Ce sont deux jeunes adultes pleins de vie, pleins d'espoir. Ils ne sont qu'amis, mais partagent ensemble de bons et de merveilleux souvenirs. Jusqu'à un soir de décembre 2015 où tout bascule pour l'inséparable duo. Tous deux trouvent la mort au cours de la nuit du 19 au 20 décembre 2015, après une soirée passée à faire la fête avec des amis. Julien était infirmier au CHU de Rouen. Élise était assistante de direction. Leurs corps sont retrouvés le lendemain par un ami inquiet de n'avoir aucune nouvelle. L'enquête débute assez rapidement et en quelques jours à peine, l'auteur présumé des crimes est appréhendé. L'homme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis un mois, après un séjour en détention pour agression sexuelle en 2011. Cette information va donc susciter une vague d'indignation de la part de la population, des politiques, mais aussi des familles des deux victimes qui seraient peut-être toujours en vie si les mesures à l'encontre du suspect avaient été mises en œuvre dès sa sortie de prison. Ce soir, je reviens donc sur les meurtres d'Élise et Julien. Nous sommes le samedi 19 décembre 2015. C'est un soir de week-end tranquille sur Rouen. Les étudiants, les habitants passent leur soirée en famille, entre amis, regardent des films, partagent leur passion en ligne, etc. Pour Élise et Julien, c'est une soirée parfaite pour aller en boîte de nuit, le XXL. Discuter avec les copains, oublier un peu les études, le travail ou le quotidien. Bref, un moment pour vivre l'instant présent sans penser au lendemain. Dans cette soirée, parfois, l'on boit un peu plus que de raison. Ce soir-là, donc, Julien boit un petit peu trop d'alcool. Élise lui propose de rentrer dormir chez elle. Elle ne vit pas très loin de la boîte de nuit, un petit appartement au rez-de-chaussée, place de la Pucelle, le centre historique de la ville. Mais le dimanche passe et leurs amis n'ont aucune nouvelle. Ils ne parviennent pas à les joindre. Pas de texto, pas d'appel. Un de leurs amis, vraiment super inquiet, décide de se rendre à l'appartement d'Élise. Il passe par la fenêtre, qui est ouverte au rez-de-chaussée, et c'est lui qui va découvrir des corps inanimés d'Élise et Julien. Il est 18h30 le dimanche. Les policiers et les secours se rendent sur place. Et il ne fait aucun doute, Julien et Élise ont été tués. Une enquête pour homicide est ouverte. Élise Fauvel et Julien Tesquet se retrouvaient morts aux 25 places de la Pucelle à Rouen. Les deux corps sont soigneusement cachés, recouverts plutôt par un drap blanc au sol dans l'appartement d'Élise. L'appartement d'Élise est au rez-de-chaussée d'une petite maison, d'un tout petit immeuble. À l'intérieur, rien n'a bougé, rien ne semble manquer, donc le vol qui tourne mal est largement mis de côté.
L'autopsie va révéler que Élise et Julien ont été frappés violemment et ont été étranglés jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tous deux ont bien tenté de se défendre face à leur agresseur. Mais l'état alcoolique de Julien l'a empêché de se battre correctement avec toute sa force, toute sa vigueur. Élise va aussi tenter de se défendre avec rage, griffant même son agresseur à plusieurs reprises. Malgré cela, Élise a été violée, puis étranglée. Rapidement, les enquêteurs regardent les caméras de vidéosurveillance et se rendent compte qu'Élise et Julien n'étaient pas seuls au retour au domicile d'Élise, qu'un homme les accompagne, qu'il porte Julien. Il est 4h21 le 20 décembre. L'homme rentre dans l'immeuble, sûrement dans l'appartement d'Élise, car il porte Julien ou qu'il aide Élise à le faire. Mais l'homme ressort seul à 16h09 le dimanche, soit à peine 2 heures avant que les corps ne soient découverts par leur ami à 18h30. Le tueur a donc profité de l'état d'ébriété de Julien pour proposer son aide à Élise. L'homme ressort de l'immeuble ou de la petite maison 12 heures plus tard. L'inconnu a donc pris son temps. Que s'est-il passé durant 12 heures ? Pour le moment, on ne sait pas. Un ADN est retrouvé sur le corps d'Élise. Va-t-il matcher ? Va-t-il pointer du doigt quelqu'un ? L'affaire est rapidement bouclée, comme les 3/4 des affaires criminelles. Car l'auteur de ce double homicide est connu et sera appréhendé 4 jours plus tard par la BAC, le 24 décembre. Car on voit bien son visage sur les caméras de vidéosurveillance. Les agents de la BAC le contrôlent de façon banale, sans lui dire pourquoi. Et l'homme a un petit peu de cannabis sur lui. Et il n'a pas déclaré son changement d'adresse. Ce qui n'est pas une bonne chose lorsque l'on est en libération conditionnelle. L'homme est donc conduit au commissariat et placé en garde à vue. Le lien est rapidement fait entre lui et les meurtres de Julien et Élise. Mais il faut que l'ADN parle. Il faut plus d'éléments que de simples soupçons parce qu'on l'a reconnu visuellement sur une caméra de vidéosurveillance. Mais comparer l'ADN, ça prend du temps, plusieurs semaines. Mais comme l'homme en question avait du cannabis en poche, qu'il a un manquement à ses obligations et qu'il est sous le coup du régime strict de la libération conditionnelle, il est mis en prison 2 mois. Suffisamment de temps pour faire des comparaisons génétiques. Et bingo, comme prévu, ça marche. L'homme s'appelle Jean-Claude Nsengumukiza, il a 34 ans. Il vient du Rwanda, mais est né en Ouganda, un pays voisin. Il est aussitôt placé en garde à vue et mis en examen pour double homicide et viol, ce qu'il va reconnaître même à son procès. Je vais donc passer directement au procès. Le procès de Jean-Claude Nsengumukiza, 38 ans, s'ouvre à Rouen du 1er au 5 avril 2019, soit un peu plus de 4 ans après les meurtres. L'homme reconnaît être l'auteur des crimes dont on l'accuse. Il y a son ADN, les caméras de vidéosurveillance, plusieurs témoins qui l'ont vu avec le duo. Le seul problème, c'est qu'il déclare être amnésique, ne se souvenir de rien. Il prétend que ce soir-là, il était possédé par le diable, qui l'a poussé à agir. Très peu de personnes y croient. Une amnésie de plus de 12 heures, c'est possible, mais rare. Il sera donc expertisé à plusieurs reprises, 4 reprises, mais je vais reprendre les propos d'une experte psychiatre. Elle perçoit en lui un déni, une ambiguïté dans les crimes. L'homme reconnaît certes les faits, il va reconnaître les preuves accablantes contre lui, mais se déclare complètement amnésique. Mais pour l'experte, l'homme est tout à fait capable de feindre cette amnésie, qui l'arrange bien. Car, étant amnésique, il ne peut pas raconter ce qui s'est passé dans l'appartement. Certes, des voisins
d'Élise ont entendu des cris, sans pouvoir déterminer leur provenance. D'autres personnes ont vu Élise et Julien en compagnie d'un homme en pleine rue. Il n'y a donc aucune ambiguïté. Jean-Claude Nsengomukiza était avec Élise et Julien la nuit de leur mort, quelques heures avant leur mort. Mais étant amnésique, comme je l'ai dit, il ne peut pas entrer dans les détails sur les 12 heures où il est resté seul avec Élise et Julien. Et les experts en médecine légale sont bien incapables de dire à quelle heure exactement Julien et Élise ont trouvé la mort. Si Julien est mort avant Élise ou non. Pour l'expert psychiatre, Jean-Claude Nsengomukiza est capable de dissimuler, de préméditer ses actions. Ce serait pour elle un manipulateur. Et selon Maître Mailou, c'est un homme qui a peu de considération pour l'opinion des femmes. L'homme serait narcissique, avec un ego surdimensionné qui l'empêche de comprendre qu'une personne soit capable de lui dire non. Non, ça n'existe pas. Pour les 4 experts psychiatres qui ont expertisé Jean-Claude Nsengomukiza, il n'y a aucune altération de son discernement. L'homme ne souffre d'aucune maladie psychiatrique. Je vous mets dans les petits i les sources de ces informations. Ensuite, hormis le fait qu'ils reconnaissent avoir tué Élise et Julien, sans rentrer dans les détails, il y a d'autres éléments, autres que l'ADN et les témoignages. À 3h37 du matin, le samedi 19 donc, ou plutôt le dimanche 20, il coupe son portable pour une raison inconnue. Après les crimes, il prend soin de couper les ongles à ras, car Élise, pour l'avocat, se serait battue contre lui et l'aurait griffé. Lui aussi se serait battu contre elle, l'aurait frappé et griffé. Et donc, il y a du sang d'Élise sous ses ongles. Et pour ne pas se faire choper, il aurait coupé ses ongles à ras pour ne pas avoir l'ADN d'Élise sur lui. Sauf que il y a son ADN sur le corps d'Élise. Il y a aussi le fait que les clés de l'appartement d'Élise, qui a donc été retrouvé fermé, n'ont jamais été retrouvées. Les enquêteurs supposent que Jean-Claude Nsengomukiza a pris les clés pour refermer l'appartement et partir, abandonnant les clés un peu plus tard, peut-être même dans la Seine. L'homme reconnaît être responsable sans pour autant se déclarer coupable. En tout cas, sans pour autant dire qu'il est responsable à 100%, car pour lui, il est malade et aurait été possédé ce soir-là. Donc coupable sans être responsable à 100%. Je vais revenir sur le passé de Jean-Claude Nsengomukiza. L'homme arrive en France, au Havre, de façon illégale en 2002. Il a 21 ans et va cumuler pendant plusieurs années un grand nombre d'identités. 13 au total, 13 noms, 13 vies différentes. Au procès, on lui demandera pourquoi tant de noms. L'homme déclare avoir peur de retourner au Rwanda, car là-bas il y a un conflit qui dure depuis quand même très longtemps. Et donc il n'évoque pas son enfance dans ce pays qui suffoque sous les conflits entre Hutus et Tutsis. Pour la petite histoire, je la fais très très courte, le conflit débute en 1959, voire même bien avant, car dès 1931, la Belgique veut intensifier les discriminations raciales, en imposant aux habitants du Rwanda d'ajouter leur ethnie sur leur papier d'identité. Pour quelle raison ? Je n'en sais rien. Je me suis fiée au site Géo, qui me semble très pertinent, et je n'ai pas trouvé d'explication. Bref, à ce moment-là, les Tutsis prennent le pouvoir, deviennent l'élite. Mais cela va durer très peu de temps, car en 1962, les rôles s'inversent. Ce sont les Hutus qui prennent le pouvoir et les Tutsis qui n'en ont plus aucun. Ils n'ont quasiment plus aucun droit. Et à partir de 62, les massacres envers les Tutsis deviennent réguliers et extrêmement nombreux, jusqu'à leur apogée en 1994, où près de 800 000 Tutsis sont tués, ainsi que les Hutus qui les soutiennent. Je vous mets donc en lien le site Géo, qui fut ma source dans cette petite explication.
En ce qui concerne Jean-Claude Nsengomu-Kiza, l'homme a un petit palmarès de condamnations en poche. 14 condamnations sur le territoire français depuis 2002. Il tentera à plusieurs reprises de rentrer dans l'appartement de femmes via leur balcon. Et en 2011, Jean-Claude Nsengomu-Kiza est mis en examen pour viol. Il est condamné à 8 ans de prison. Il n'en fait donc que 3 lorsqu'il rencontre Élise et Julien, car il vient tout juste de purger sa peine. Il est sorti courant novembre, peut-être fin octobre 2015, et devait quitter le territoire dès sa sortie de prison. Ce qui donc n'a pas eu lieu. L'homme est né en Ouganda, mais a des parents rwandais. Il était donc convenu que l'homme, après avoir purgé sa peine de 8 ans de prison en France, soit expulsé. Cependant, comme vous le voyez malheureusement, la sentence n'a pas été appliquée, puisqu'en décembre 2015, il tue Élise et Julien. Cela s'explique par le fait que le Rwanda ne répond pas aux autorités françaises. Car de ce que j'ai compris, il faut l'autorisation du pays en question, où la personne sera extradée pour l'extrader. Donc si le pays en question ne répond pas, il n'y a pas d'extradition. Et en novembre 2015, il n'y a aucune réponse du Rwanda. Et donc, il faut quand même libérer Jean-Claude Nsengomu-Kiza, car il a purgé sa peine, entre guillemets. Il n'a fait que 3 ans sur 8. Jean-Claude Nsengomu-Kiza est condamné à la prison à perpétuité pour les meurtres de Julien et Élise, ainsi que pour le viol d'Élise. Je n'ai pas vu qu'il ait fait appel de la décision. L'homme est interdit à vie de fouiller le territoire français. Il devra également porter un bracelet électronique s'il sort de prison. Une semaine après les meurtres, des marches blanches ont été organisées à Dieppe, lieu où Élise était originaire, ainsi que sur Rouen, lieu où les 2 jeunes ont trouvé la mort un soir de décembre 2015. Dans l'affaire, l'État français fut pointé du doigt, car après tout, Jean-Claude Nsengomu-Kiza aurait dû être expulsé vers le Rwanda dès la fin de sa peine. Il n'aurait pas dû fouler le territoire hors de prison. L'inspection générale des services a mis en avant les dysfonctionnements de la préfecture de Seine-Maritime, qui n'a pas mis tout en place pour expulser l'homme hors du pays et de ce fait empêcher qu'il ne tue Julien et Élise. Le 15 janvier 2016, au sein de l'Assemblée nationale, les conséquences de la libération prématurée de Jean-Claude Nsengomu-Kiza et le fait qu'il n'ait pas été conduit au Rwanda posent la question de l'exécution des décisions judiciaires. La question fut posée en séance publique le 15 janvier 2016. Mais comme nous avons pu le constater, les obligations de quitter le territoire ne sont pas toujours respectées, ou plutôt appliquées par la personne concernée, et l'administration française ne surveille pas cela. Je compte faire une petite vidéo explicative de ce qu'est une OQTF dans quelques mois, qui est concerné, qui ne l'est pas, car le document qui en parle est très complet et complexe. Élise et Julien trouvent la mort le 20 décembre 2015 au 25 place de la Pucelle à Rouen, tués par une personne qui ne devait plus être là, une personne qui reconnaît les faits sans se déclarer totalement coupable. À ce jour, personne ne sait, hormis Jean-Claude Nsengomu-Kiza, ce qui s'est passé le dimanche 20 décembre 2015 dans un petit logement de Rouen. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir sur la chaîne d'Elgile pour un petit live. À mercredi prochain. Passez une très très bonne semaine. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,